chez Framatome est responsable des programmes de formation au réacteur. Grégory est le directeur du CNPE de la centrale donc de Flamanville 3. Et Noël Lannéry est délégué d'état-major à la DPN, la direction du parc nucléaire, DEM Sûreté. Et Christophe Quintin, qu'on ne présente plus, est inspecteur en chef à l'ASN et ingénieur général. Comment ingénieur général. Donc, dans la ligne de ce qui a été présenté sur l'EPR et son design, on va peut-être, grâce à Framatome, regarder les spécificités en matière de conduite de l'EPR. Donc, on a quelques slides pour ça, pour poursuivre sur la voie de ce qui a tenté d'être fait en matière de simplification et d'ergonomie. Alors bonjour, donc Sylvain Clapier de Framatome. Je suis depuis 15 ans chez Framatome. Je suis depuis 15 ans chez Framatome, vite fait en un mot, des postes très différents. D'abord sur le procédé thermoneutraux de la chaudière, cœur de métier. Ensuite, donc pendant 10 ans, j'ai travaillé 6 ans sur le projet EPR2, sur l'architecture de l'îlot nucléaire. Et désormais, donc, je me consacre aux formations, transmission du savoir chez Framatome, au centre de formation réacteur, qui est membre de la Framatome Academy, un ensemble plus large de la formation Framatome. Alors, ça va être difficile de présenter toutes les évolutions de conduite et les évolutions de conception en 8 minutes, parce qu'habituellement, moi, je le fais sur 1 jour et demi. Mais c'est un enjeu donc, de synthèse qui est intéressant. Alors, du coup, moi, j'ai décidé, alors ça fera écho donc, au message d'Étienne et de Xavier, d'aborder les choses en 3 thèmes. La manœuvrabilité accrue de l'EPR, un objectif à la hausse pour la disponibilité de l'EPR. Alors, il y aura peut-être certaines petites redites sur lesquelles je passerai vite. Et puis aussi, et très important, une fiabilisation des arrêts et démarrages de tranches. Et donc, pour chaque thématique, je vais essayer de montrer les principales évolutions de l'EPR par rapport au parc. Alors, ce qui ne change pas, donc, je vais afficher à chaque fois, parce que c'était des slides que j'avais en mode animé, je vais tout mettre d'un coup et au moins vous remonter chaque slide. Ce qui ne change pas, c'est les modalités de réglage de fréquence pour contribuer à la stabilité électrique du réseau. Je ne reviens pas sur cette fonction et sur ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est une capacité de la tranche à accommoder un suivi de charge accru, particulièrement entre 100 et 60% PN. Donc ça, évidemment, ça a du sens dans la perspective où on se projette sur du mix énergétique. Donc finalement, on avait anticipé cela. Alors, comment prendre en compte un suivi de charge accru entre 100 et 60% PN? Déjà, en adaptant la régulation cœur, puisque si suivi de charge accru j'ai, il faut pour autant que je préserve le risque de fatigue thermique de mes équipements primaires. J'ai donc, et c'est un changement par rapport au parc, un programme de température constant dans la gamme 100 à 60% PN et une régulation par les grappes qui me permettra de répondre à cet objectif. Donc ça, c'est différent du parc en termes de pilotage. Et puis, deuxième aspect important de la régulation cœur, dite en mode T sur l'EPR, et ça c'est dans la lignée de ce qu'Étienne présentait, d'une augmentation du niveau d'automatisation, c'est une capacité de la régulation cœur à pouvoir contrôler en automatique 2 paramètres qui étaient contrôlés manuellement sur le parc, la concentration en bord du circuit primaire d'une part, et ce qu'on appelle l'axial offset, c'est-à-dire le déséquilibre axial de puissance dans le cœur. Donc c'est une puissance de cet automate qui s'appelle le RCSL. Le schéma est complexe, mais finalement, ce qui est important de voir sur ce schéma, c'est que la régulation de cœur n'attaque pas uniquement les grappes, mais qu'elle attaque, et c'est ce qu'on voit par les lignes en vert ici, ce système qui est le ROA, c'est-à-dire qui joue ou sur la quantité d'eau ou sur la quantité de bord pour apporter la réactivité, et tout ça de façon automatique, ainsi également qu'une mesure cœur qui permet de surveiller le déséquilibre axial. Alors, je ne vais pas présenter dans le détail, mais il y a eu beaucoup d'améliorations sur l'instrumentation cœur sur l'EPR pour apporter une fiabilité avec une surveillance à la fois externe, mais ça ne change pas par rapport au parc, les chaînes RPN, mais une instrumentation cœur intérieure
interne qui est en évolution par rapport au parc, basé sur des collectrons et qui permettra un suivi du déséquilibre axial et une régulation automatique. Donc voilà, ça c'est un premier enjeu important de l'EPR et de ses évolutions. Deuxième enjeu, celui d'une disponibilité à la hausse. Donc sur les aspects qui ont déjà été présentés, notamment par Xavier, je ne reviendrai pas nécessairement dessus. Je vais me concentrer sur ce qui n'a pas été évoqué. Donc, alors, j'affiche tout d'un coup et je commente après. Alors, globalement, première petite boîte en haut, comment assurer une disponibilité? C'est aussi avec des cycles dès la conception qui sont plus longs, des cycles de 18 mois, quand sur le parc, on fait des modifications d'allongement de cycle. Ici, dès la conception sur l'EPR, je conçois un cœur pour fonctionner avec des cycles de 18 mois. C'est aussi, et ça c'est très important et ça a été un volet important d'études côté Framatome, une meilleure robustesse aux transitoires normaux dits exceptionnels, les îlotages, les déclenchements de turbines, dont on sait qu'ils peuvent survenir aussi particulièrement dans un contexte de changement climatique, avec des fonctions dites de limitation. C'est quoi ces fonctions de limitation? C'est des fonctions de chute partielle des grappes qui permettent d'abaisser le niveau de puissance du cœur sans pour autant rendre la tranche complètement indisponible et donc indisponibiliser notre installation. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est que certaines grappes dans le cœur chutent, pas toutes, et un calcul intelligent est fait pour savoir de combien je fais chuter mes grappes dans le cœur pour pouvoir ramener mon cœur à la puissance adéquate, pour pouvoir mieux réussir ces transitoires sans déclencher d'AR ou de système de sauvegarde. Donc ça, c'est un fondement important dont on espère que l'exploitation montrera les fruits de ces efforts de conception. C'est aussi des équipements primaires plus grands, donc plus robustes aux variations de pression, avec ici l'exemple d'une vue de haut. D'ailleurs, on remarque qu'il y a un nouveau plancher de service, ici, ce n'est pas le sujet exact, mais ça permet de faire de la maintenance facilement, mais surtout un volume pressuriseur augmenté de 15 mètres cubes, pour vous donner un exemple par rapport au palier N4, et donc une meilleure robustesse aux AR. Et enfin, aussi une prise en compte, mais ça, Xavier l'a peut-être beaucoup mieux expliqué que moi, prise en compte du REX du parc en exploitation avec des technologies d'équipement réputées plus fiables, et notamment, typiquement, l'abandon de la photo qui est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est cet ensemble assez complexe du parc qu'est les turbopompes alimentaires, avec un système qui était difficile à maintenir à la fois, et avec aussi un problème de fiabilité, enfin certains problèmes de fiabilité. On passe à un équipement électrique, qui est donc des motopompes électriques APA. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, sur ça, je ne vais pas forcément m'appesantir parce que Xavier l'a expliqué. La disponibilité, c'est aussi pouvoir réaliser de la maintenance tranche en puissance avec notre fameux Two-Room concept, c'est-à-dire, et on s'en rend compte quand on rentre dans le bâtiment réacteur de l'EPR Flamanville, qu'on évolue dans une zone périphérique qui est la zone en vert ici, mais que la zone qui s'appelle donc Equipment Area, la zone d'équipement, elle est séparée vraiment par des voiles de génie civil dans une zone dédiée, dite inaccessible, en tout cas si on veut en avoir l'accès tranche en puissance du bâtiment réacteur. Premier impact. Et puis sur ce deuxième impact, je ne reviens pas dessus, enfin très rapidement, puisque globalement c'est le concept 4 trains imposé par la maintenance en puissance, parce que si j'ai un accident sur un train, un deuxième qui est indisponible par nos règles de sûreté, le critère de défaillance unique, et un troisième qui est indisponibilisé par maintenance préventive, il me reste donc un train pour faire ma fonction, d'où le concept 4 trains de l'EPR Flamanville et puis de tous les autres EPR1. Et enfin, une installation qui est aussi de nature à automatiser et donc fiabiliser les arrêts et démarrages de tranches pour l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire que je peux faire une descente de puissance jusqu'à 5% de puissance en automatique complètement sur l'EPR. Alors sur l'EPR, il faut noter que la puissance de couplage à la turbine est plus élevée compte tenu de la technologie de la turbine et d'un choix de mode de pilotage. En tout cas, sur le parc, j'étais obligé de reprendre en manuel la commande par les grappes beaucoup plus haut en puissance. Donc là, ça veut dire jusqu'à 5% de puissance, même si je passe en mode réacteur prioritaire, puisque la turbine est découplée, je peux conserver un mode automatique. Grosse évolution aussi sur la partie en vert. La partie en vert en arrêt normal sur GV. Et donc lorsque j'entreprends ce refroidissement,
jusqu'à 120 degrés pour connecter ensuite mon circuit de refroidissement à l'arrêt, toute cette phase-là, également, cette phase de refroidissement par les GV, donc par le système vapeur côté secondaire, se fait également en automatique. Donc il n'y a aucune contribution de l'opérateur. Et le point à noter important également, c'est que l'on reste complètement sur l'îlot conventionnel, alors que sur le parc, nous passions ici sur un système de refroidissement du GV de l'îlot nucléaire. Là, on reste sur l'îlot conventionnel, on s'évite des basculements de système, des discontinuités dans la conduite, et en même temps, on a des niveaux de défense en profondeur indépendants. Dans le sens, j'ai des systèmes dédiés au fonctionnement normal et j'ai des systèmes dédiés à la sûreté. Voilà. Donc je reste sur mes systèmes ARE, GCT, y compris en ANGV. Dernière évolution, y compris lorsque je suis en arrêt normal sur RRA, pour cette opération sensible notamment que vous connaissez, qui est l'opération lorsque je démarre ou de former la bulle ou de la collapser, ou de collapser la bulle au pressuriseur lorsque j'arrête mon réacteur. Opération sensible qui demandait une manœuvre assez sensible de l'opérateur en salle de commande. On a automatisé également cette régulation de niveau pressuriseur, ce qui permettra à l'opérateur d'être finalement en salle de commande recentré sur de la surveillance, mais peut-être du coup avec de la vigilance, davantage finalement d'efforts à donner à la vigilance, à la surveillance des paramètres, mais un procédé qui est automatisé et donc fiabilisé. Je ne sais pas si j'ai tenu le timing. Absolument, parfaitement, merci. On était quasi en mode automatique sur la durée. J'étais en mode automatique. Merci beaucoup, c'était très clair et très bien illustré. Donc on a vu pendant 2 exposés ce qui a été conçu, quelles étaient les intentions des concepteurs en matière d'exploitation et de conduite et de simplification. Bon, le Flamanville 3 a divergé il y a environ un mois. Dans la vraie vie, alors, comment ça se passe de conduire un EPR? Alors tout a été dit, hein, Étienne dans son introduction, Xavier, Sylvain. Donc je peux juste témoigner en fait de notre vécu et je peux témoigner que déjà dès les phases d'essais sensibles que nous réalisons depuis déjà plusieurs semaines, on bénéficie complètement et en premier lieu de cette automatisation, informatisation et de toutes ces remontées d'informations que nous amène la machine. C'est vraiment pour nos collègues chefs d'exploitation ou opérateurs qui sont allés travailler parfois pour se former donc sur les tranches, y compris N4, c'est même par rapport au N4 qui était déjà très informatisé, c'est un step très très important. L'image qu'ils utilisent quotidiennement, c'est aussi différent de conduire l'EPR par rapport à une tranche classique du parc que de conduire une berline nouvelle génération que les premières Twingo. Alors les Twingo très, très fiables intrinsèquement, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Par exemple, les berlines d'aujourd'hui, dès que vous avez un pneu qui commence à se dégonfler, vous avez une alarme. Voilà. On n'a pas du tout ça sur la Twingo. Donc il y a vraiment en termes d'information remontée en salle de commande, ça nous donne une maîtrise vraiment très très importante de ce qui se passe sur la machine. Et c'est particulièrement utile sur les phases d'essai, de mise en service dans lesquelles nous sommes. On a vraiment besoin de comprendre et d'acquérir une connaissance intime de l'installation. Alors je vous donne un exemple sur le ballon RCV, par exemple, donc, système de contrôle volumétrique. On a 5 préalarmes de niveau bas. C'est-à-dire qu'avant d'arriver vraiment à un niveau bas, on a été prévenu 5 fois avant. Voilà. Donc c'est vraiment très très utile en termes de maîtrise de l'installation. En termes d'automatisme, alors très concrètement, on a déjà fait des transitoires comme ça, comme on a parlé Sylvain, descente de réacteurs en puissance en ANGV ou en AN RICERA, ça se fait en 4 clics et on surveille. Voilà. Une baisse de charge, c'est 2 clics et on surveille. Voilà. Donc en fait, ça amène vraiment une conduite extrêmement différente, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une équipe qui est en action, dans les transitoires en tout cas, qui est en action sur la machine, et puis ce qui implique d'avoir des acteurs qui sont en surveillance ou en contrôle de l'équipe, et bien là c'est toute l'équipe qui est en contrôle de la machine. Alors ça ne veut pas dire qu'elle perd la main, ça ne veut pas dire que la machine est une boîte noire et qu'on ne la maîtrise pas. L'équipe est vraiment en contrôle et en anticipation, c'est-à-dire qu'elle analyse, elle a toutes ces informations, elle dit bon mais où est-ce que tout ça nous amène? Et là on l'a vraiment vécu dès
les premiers essais de réglage donc du secondaire, hein, donc qui se sont produits il y a 2 semaines. Nos équipes ont repris la main sur l'installation à 2 reprises et nous ont évité 2 arrêts automatiques réacteurs. La sûreté du réacteur n'aurait pas été mise en question, mais c'est toujours embêtant d'avoir un repli non maîtrisé. Donc là, ils ont vraiment pu dire, tiens, bah là, voilà, on a un problème qui nous amène là, j'ai toutes les informations, je reprends la main et je ramène le réacteur là où je veux. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas que théorique ce qui est là. Par contre, il y a quelque chose, je voudrais vraiment peut-être, alors je vais peut-être là casser peut-être un mythe, c'est la redondance. Donc 4 trains de sûreté, 6 diesel. Ça, c'est extrêmement positif. On ne le vit pas, bien sûr, au quotidien, heureusement, mais sur tous les scénarios qu'on travaille en salle de commande sur simulateur, c'est extrêmement positif pour gérer des situations d'accident. Voilà. On a plein de solutions à notre disposition. Donc, couplé aux automatismes, on est encore une fois beaucoup plus en contrôle, en anticipation. Et on a plein de solutions qui s'offrent à nous à chaque scénario. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont très compliqués sur les tranches classiques du parc, en situation accidentelle. Sur le PR, ça se traduit par une alarme et les automatismes prennent la main. Et encore une fois, l'équipe est en contrôle. Par contre, alors et là, Étienne a insisté là-dessus tout à l'heure, on a des RGE. Et ces RGE, spécifiquement sur FLA3, sont extrêmement exigeantes. Voilà, la route est très étroite. Et donc, dans les chemins sinueux, on peut vite aller toucher le fossé. Alors, on n'emmène pas le réacteur dans le fossé, mais on est aux limites de ce que nous autorisent les RGE. Ce qui fait qu'en fait, cette redondance au quotidien, dans la conduite normale, on n'en bénéficie pas énormément. Par contre, c'est vraiment extrêmement positif pour la sûreté et en particulier la gestion des situations accidentelles. Alors tout ça amène quand même des exigences spécifiques, c'est-à-dire que en salle de commande, les acteurs doivent maîtriser le process, mais ils doivent maîtriser le contrôle commande. On dit que c'est un métier de conduite, mais sur FLA3, c'est un métier de conduite et un peu d'automaticien déjà. Par exemple, je reviens toujours sur le système RCV, un robinet RCV, il y a 14 automatismes qui peuvent le fermer. Et là, on ne peut pas. Donc, si on ne sait pas, si c'est pas quelque chose sur lequel on a agi directement, c'est un automatisme qui l'a amené. On n'est pas dans le ressenti thermo-hydraulique de la situation. Il faut aller il faut aller chercher dans le contrôle commande ce qui s'est passé. On passe par une interface qu'on appelle le Tech4. Il faut maîtriser un petit peu ça. Donc, en fait, sur FLA3, on élève tous notre niveau de maîtrise, de connaissance en contrôle commande, quel que soit notre métier, mais en premier lieu la conduite. Alors ça veut dire que la formation est également très différente. Pour amener des gens à être habilités opérateurs, c'est un petit peu plus long. C'est différent sur l'IHM, c'est différent sur le process bien sûr, mais également sur ses compétences contrôle commande et réflexes qu'il faut avoir. C'est pour ça également que basculer d'une tranche du parc sur une tranche EPR, c'est pas si évident que ça. Les expériences qu'on a faites, c'est qu'il faut pratiquement repartir de zéro pour un opérateur du parc, pour devenir opérateur sur FLA3, pratiquement repartir de zéro, voire parfois, ça peut être compliqué de perdre ses anciens réflexes pour acquérir ceux qui sont vraiment spécifiques à FLA3. Voilà. Alors après, ça c'est en salle de commande. Après, sur le terrain, il y a une contrepartie quand même à ça. C'est effectivement, on a beaucoup de matériel. Donc, par exemple, sur le PR FLA3, sur la tranche PR FLA3, on a autant de clapets coupe-feu que sur les 6 tranches de graveline réunies. Voilà. Donc ça, en termes de ronde, par exemple, pour les agents de terrain, ça implique énormément de travail. Donc une ronde sur le PR FLA3, c'est à peu près 3 fois plus de matériel à regarder, à surveiller que sur les tranches de FLA1 2 à côté. Nos agents de terrain font beaucoup de kilomètres à chacune de leurs rondes. Et alors là, c'est une spécificité vraiment de jeunesse de FLA3. Ça a été corrigé sur le PR2, mais on a une variété de matériel également. C'est-à-dire qu'on a 50 sortes de robinets, ce qui fait qu'on ne peut pas d'un coup d'œil être sûr que, tiens, il est bien en position ouverte à 100%, il est bien fermé, ou il est bien en position attendue. Ça nécessite beaucoup de temps pour connaître chacun de ces matériels. Autre point, on a 150, alors outre l'interface contrôle-commande générale qui apporte beaucoup de choses,
Par contre, et ça c'est lié à la nouveauté des matériels qu'on a mis en place sur FLA3, qui ont suivi les évolutions technologiques générales de l'industrie, on a 150 contrôles-commandes dédiés sur la tranche. Des petits contrôles-commandes spécifiques pour un groupe froid, pour un système de levage, pour ceci, cela. Donc ça, il faut aussi les connaître. Certains sont en langue étrangère. Voilà. Donc l'interface est en langue étrangère. Donc c'est également une contrainte. Bon, c'est corrigé, je pense, également sur le PR2. En tout cas, pour la variété des matériels, c'est le cas. Là, on est vraiment sur FLA3, c'est l'effet tête de série. Autre point, on a beaucoup travaillé la sûreté sous l'angle résistance aux agressions. Alors ça amène énormément de dispositifs anti-agression, en particulier des portes lourdes, difficiles à manœuvrer dans certains cas, qui ralentissent quand même les circulations. Donc ça s'anticipe. Encore une fois, ça joue sur les interventions d'urgence de nos agents de terrain ou même sur leur ronde au quotidien. Par contre, alors je confirme, un point extrêmement positif dont on se sert déjà, c'est l'intervention, la possibilité d'entrer dans la zone de service du bâtiment réacteur comme dans n'importe quelle zone locale de la zone contrôlée de l'EPR. Ça, c'est quelque chose de vraiment extrêmement bénéfique. On le voit déjà, nous. On sait qu'à OL3, ils l'ont énormément utilisé pour anticiper leur arrêt, leur premier arrêt. On sait qu'à Taishan, ils s'en servent tout le temps. Et on avait ce retour d'expérience du convoi allemand où ils y vont tous les jours. Voilà. Donc voilà, en tout cas, sur le vécu de FLA3. Merci beaucoup. Et on voit que l'expérience est déjà, et les avis et le vécu se sont déjà bien accumulés depuis le démarrage et depuis les essais. Merci d'avoir abordé aussi un peu la transformation des métiers. Donc les opérateurs qui doivent aussi être un peu informaticiens et les rondiers marathoniens. Voire haltérophile pour les portes, pour manœuvrer les portes. Bon, dans tout cet océan de choses positives, de bonnes nouvelles, de progrès du design, on a commencé à identifier un petit écueil dans l'océan qui s'appelle RGE. On dit-on qu'elles sont complexes. Donc Noël va nous entretenir un peu de ce sujet délicat. Oui, alors effectivement, Étienne l'a dit au tout début, l'exploitation d'une tranche, c'est son design, c'est aussi son référentiel d'exploitation. Alors il y a toute la partie qu'on raffine qui concerne la gestion des accidents. On a dit c'est plutôt performant côté Flamanville 3, et il y a la partie qui permet de vérifier que l'ensemble des dispositions... et donc ça, ce sont nos RGE. Alors les RGE, est-ce qu'elles sont complexes? Oui, clairement, sur Flamanville 3, on est quand même sur un step de complexité important. Alors, sur différents niveaux, tout d'abord, on a, en termes de périmètre couvert, on a vu qu'il y avait énormément de situations qui avaient été prévues à la conception, agressions, etc. Tout ça a conduit à identifier des dispositions. La totalité de ces dispositions font l'objet aujourd'hui d'une déclinaison quasi exhaustive dans des documents qui s'imposent à l'exploitant et qui sont approuvés par l'autorité de sûreté, avec du coup une marge de manœuvre et une souplesse pour les faire évoluer qui... et parfois compliqué. Donc sur Flamanville 3, il y a 13 chapitres des règles générales d'exploitation qui sont tous autorisés par l'ASN, là où sur le parc aujourd'hui, on en a essentiellement 4 qui le sont. Sur le parc, quand même, cette tendance à la complexification, elle existe aussi. Hein. Donc aujourd'hui, il y avait une volonté de rejoindre Flamanville 3. On en reparlera après, mais on va dire que le retour d'expérience sur ce volet-là a fait, je pense, un petit peu changer les choses. Complexe aussi sur le niveau de détail. Alors ça, c'est pas une différence importante par rapport au parc en exploitation. En revanche, quand on regarde à l'international, c'est clairement quelque chose qui est une spécificité française. Niveau de détail, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement requérir une fonction générale, mais on va aller chercher sa fonction support, tout un tas de... et on va tout écrire en termes de surveillance, là aussi dans des textes réglementaires. Typiquement, pour ce qui est des surveillances et essais, sur Flamanville 3, c'est 15 000 critères, ou à peu près, pour les
Donc il y a une partie qui est liée au fait qu'il y a plus de matériel, certes, parce que 4 trains, ça veut dire autant de matériel à tester, mais il y a une partie clairement qui est liée à la manière dont elle les a déclinés, le niveau de détail dans lequel on est allé, avec le fait que dès qu'il y en a un qui n'est pas respecté, eh ben on considère de facto, y compris si au final on est plus sur une dégradation qu'autre chose, que le matériel va être indisponible et on va derrière appliquer des conduites plus ou moins sévères, mais qui là aussi sont extrêmement balisées, extrêmement réglementées. Et puis complexe aussi, là je l'ai dit, mais parce qu'il y a plus de matériel. Donc, et par rapport à ça, clairement, la facilité qu'on imaginait de se dire on a plus de redondance, donc la partie maintenance en fonctionnement normal va être plus aisée. Alors c'est vrai qu'elle est possible là où sur le parc elle ne l'est pas nécessairement. En revanche, c'est avec des conditions qui sont sur lesquelles il est extrêmement facile de tomber dans des choses trappes, etc. Pour juste illustration, on est sur la même technologie qu'OL3. Les RGE de OL3 sur tout ce qui concerne l'exploitation normale, c'est 900 pages en tout, surveillance, etc. Celle de Flamanville 3, bon, je n'ai pas fait le compte exact, mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 4000. On a parlé du fait qu'on a énormément d'informations de conduite. Beaucoup de ces informations de conduite donnent lieu là aussi à des exigences qui sont dans les RGE. Rien que la partie information de conduite de Flamanville 3, c'est 50 pages. On a sur la partie spécification technique d'exploitation 800 pages, mais avec ça, ça ne suffit pas. Il faut 1400 pages de justif, sinon les gens sont incapables d'appliquer correctement. On en est amené à développer des outils d'aide à la lecture, de l'informatique, du Google Search RGE. Donc voilà, là aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose sur lequel, objectivement, et je pense que tout le monde en fait le constat, on a atteint des limites à vouloir quelque part chercher une forme de perfection dans la conception, mais aussi dans les exigences d'exploitation. On atteint une limite qui fait que les gens ne sont plus en capacité de maîtriser correctement. Donc tout ça, ça génère beaucoup de temps d'analyse. Donc on a des cas où... alors c'est vrai un peu sur le parc maintenant aussi, hein, mais c'est particulièrement exacerbé sur Flamanville 3. Où finalement, là où les Finlandais, ils ont une défaillance, de suite ils cherchent le diagnostic, ils interviennent, ils réparent. Nous, en fait, on peut passer 4 heures à réfléchir à... est-ce qu'on a le droit d'intervenir? C'est quoi la conduite à tenir, etc. Et seulement après, à l'issue de différents palabres, on se dit, oui, on a le droit d'intervenir. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a beaucoup évoqué le sujet maintenant avec l'autorité de sûreté. Et donc, le diagnostic, me semble-t-il, est assez partagé. Donc on y travaille en 2 temps. Une partie qui va être ce qu'on appelle les simplifications court terme, c'est-à-dire qu'on a déjà regardé à ce que on puisse traiter un certain nombre de cailloux dans les chaussures qui sont remontés dans les exploitants et pour lesquels, de manière très réactive, il va falloir qu'on mette des correctifs. Donc voilà, typiquement, il y a eu un certain nombre de demandes de dérogation également qui ont été accordées. Alors beaucoup plus que sur le reste du parc. Hein. Pour exemple, on a déjà instruit 18 dérogations au référentiel d'exploitation aujourd'hui sur Flamanville 3, là où en moyenne sur le parc, c'est 3 ou 4 par an. Donc on va dire 6 mois depuis la mise en service, 18, voilà. Donc on y travaille par des solutions qu'on espère court terme, avec des correctifs et un certain nombre de simplifications qu'on espère obtenir, qu'on espère mettre en place assez rapidement. Et puis on réfléchit aussi à changer le modèle de RGE. Donc c'est un projet qu'on a appelé RGE du futur et pour lequel on a des échanges avec l'autorité de sûreté, avec l'idée de quelque chose sur lequel on arrive à retrouver une proportionnalité. Aujourd'hui, le fait de tout mettre dans les RGE, finalement, quand tout est important, au final, plus rien n'est véritablement important. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver cette forme de hiérarchisation des exigences qu'on a peut-être un petit peu perdue avec le temps.
L'idée de également être capable de dégager des marges d'exploitation, et donc ça veut dire de peut-être un petit peu mieux échelonner un certain nombre de conduites à tenir en fonction des différentes pannes. Et puis travailler également sur la lisibilité et l'intégration du référentiel, puisqu'aujourd'hui on a pléthore de documents qui se superposent avec un effet millefeuille, sur lesquels, on l'espère, avec des outils numériques et des outils plus ergonomiques, on devrait pouvoir aussi aider à une exploitation qui soit plus facile. Et l'autorité de sûreté est aujourd'hui, on va dire, en accompagnement de cette démarche. Merci beaucoup, Noël. C'était la petite douche froide de la matinée, je pense. C'est intéressant parce que, enfin, curieux, on a presque l'impression d'un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire ce que l'on a réussi à simplifier dans le design du point de vue de la conduite, c'est comme si on l'avait complexifié par ailleurs via les RGE. Il serait intéressant de s'interroger sur les mécanismes intellectuels ou réglementaires collectifs qui ont conduit à ça. Du côté de l'ASN, qu'est-ce qu'on observe dans ce démarrage et dans le fonctionnement et la conduite de l'EPR, avec le recul qui sied à notre... Je voudrais commencer par un regard sur la machine, pour dire que le step qui a été fait par EDF et Framatome sur le contrôle commande est vraiment très important. On a parlé du confort qu'apporte le contrôle commande en exploitation normale, c'est évident. Il y a aussi les situations incidentelles, enfin la conduite incidentelle et accidentelle. J'espère qu'on ne la verra jamais, mais celle-là, on y tient, on le regarde sur Simu. Et il y a aussi eu un énorme effort. Moi, je vous invite, si vous avez l'occasion de voir le fonctionnement du diagnostic automatique sur simulateur. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur le parc existant, donc c'est un grand confort. Donc, il y a vraiment un très beau step qui a été fait. Il y a des petites choses aussi que j'ai trouvé intéressantes, moi qui ai connu le démarrage de Civo. L'exploitant, il a la main pour mettre à jour ou créer une nouvelle image du contrôle commande. Sur Civo, il fallait commander ça à Atos, négocier des prix, ça prenait 10 ans et quand ça arrivait, c'était pas la bonne image. Là, en fait, il y a une boucle rapide. Et enfin, on l'a vu au démarrage parce qu'il y avait quand même pas mal de déraminage à faire. C'était très rapide, très bien fait. Et franchement, personne n'en parle de ça, mais c'est quand même, pour moi, c'est aussi de la sûreté. On a donc il y a le contrôle commande, il y a ce qu'on en fait. On a évoqué les évolutions en termes de travail des opérateurs. Donc EDF a modifié la composition des équipes de conduite. Et là, on a encore un sujet à traiter. Donc, EDF s'est engagé à faire des observations facteurs humains pendant le premier cycle, et on y fera attention. Aujourd'hui, dans le système de base, il y a un opérateur action. Il n'y a qu'un seul opérateur qui peut toucher les boutons ou cliquer. Et il y a un opérateur surveillance. Et EDF donc, a prévu, pour les situations où il y a une charge de travail plus importante, d'avoir 2 opérateurs action. C'est le cas actuellement. Nous, on pense que en fait, cette organisation qui est prévue donc dans les cas de charge un peu élevés ou élevés qui sont préprogrammés, on pense que ça, on en aura besoin tout le temps. Pour résumer, c'est pas vous qui décidez quand les emmerdes arrivent. Et en fait, quand vous avez une dégradation de la situation avec une activité du coup pour les opérateurs qui montent brutalement, et ben c'est bien d'avoir 2 opérateurs action. Et donc notre conviction personnelle, mais on le verra à travers les études facteurs humains, c'est que cette organisation provisoire, il faut la rendre définitive. Si je passe côté CIA. Également, donc on a fait des inspections sur simulateur où on a fait jouer une équipe de conduite avec un scénario un peu musclé, et on s'est aperçu que dans l'organisation qui était prévue, il y avait également des choses à faire revoir, en particulier dans l'interface entre ce qui est géré par la salle de commande et le plan d'urgence interne, qui est quand même important, parce que c'est la relation avec le préfet notamment. Donc dans le scénario qu'on avait fait, il se trouve que dans l'organisation sur l'EPR, le chef d'exploitation,
c'est lui qui tient en fait un document qui s'appelle la surveillance par état. Donc c'est un document qui permet de suivre tête haute ce qui se passe sur l'installation. Il tient ce document-là jusqu'à l'ingénieur sûreté arrive en salle de commande. L'EPR est très compliqué et du coup la première boucle qu'il doit faire est très très longue. Ça prend pratiquement 1 heure, ce qui n'est pas du tout le cas sur le parc. Et dans la doctrine d'EDF, le chef d'exploitation ne peut pas céder la main à l'ingénieur sûreté tant qu'il n'a pas bouclé complètement sa boucle. Donc dans l'exercice qu'on avait fait là, enfin dans l'inspection, on s'est retrouvé à faire 2 fois des relargages de matière radioactive. Et comme le chef d'exploitation était en train de tourner dans sa boucle, il n'a pas prévenu le préfet. Vous imaginez que dans le vrai monde, le préfet il va pas aimer ça, enfin le ministre non plus. Et donc EDF a modifié sa doctrine de façon à ce que le chef d'exploitation puisse basculer très rapidement à son autre métier qui est celui notamment de contact avec le monde extérieur et en particulier avec le PCD1. Et c'est l'ingénieur sûreté qui reprendra la boucle plus rapidement. Voilà. Donc ça c'est des modifs qui ont été faits. L'humain est important au-delà du contrôle commande. Donc j'ai évoqué ce sujet humain. On a des petits sujets quand même à traiter aussi côté contrôle commande. Enfin, on l'avait noté dans l'avis qui est public, hein, notamment sur les dispositifs qui sont ce qu'on appelle les commandes groupées. Donc c'est une belle avancée aussi pour simplifier la conduite. Hein, en cliquant sur un seul bouton, en fait, on a tout un tas d'actions automatiques et de lignages, de mise en configuration qui se font. Donc ça c'est très bien, mais les premiers essais qui avaient été faits avaient montré que si l'opérateur avait fait quelques modifications avant dans des configurations d'équipement, il se retrouvait, après avoir appuyé sur la commande groupée, dans une situation qui était plus claire pour lui. Voilà. Donc il y a eu des modifications de contrôle commande qui ont été faites par Framatome pour régler ce problème, mais ça reste encore à surveiller pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Donc ces commandes groupées, c'est un bonus, mais il y a un danger derrière qui est que il faut quand même que l'opérateur ait une vision claire en fait pour lui de l'état réel des configurations des circuits après activité de cette commande groupée. Pour finir, donc il y a le démarrage. Donc on a fait beaucoup d'inspections, beaucoup plus que ce qu'on avait fait sur Civo. Hein. Donc on a fait 8 inspections avant la mise en service, enfin dans le temps qui précédait la mise en service, plus une inspection de récollement de l'inspection de revue qu'on a fait l'année avant. On a fait aussi 8 inspections avant la divergence. On s'était posé la question de venir pendant la divergence, puis on a été sage, on a dit non, on va laisser les gens tranquilles dans la salle de commande. Ce qu'on peut retirer de ça aujourd'hui, en lien avec les RGE d'ailleurs, hein, et qui a un vrai impact sûreté, c'est que le couple auquel on tient, qui est le chef d'exploitation et l'ingénieur sûreté, dans notre vision, enfin dans la vision de tout le monde, hein, c'est un couple qui doit être orienté vers l'avenir. Donc il doit regarder, être en anticipation. Et là, en fait, ils sont, dans le meilleur des cas, orientés sur la gestion du temps actuel. Donc c'est en particulier les RGE. Hein, il n'y a pas que ça, mais parce qu'il faut effectivement se positionner sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. C'est assez long. Donc ça leur prend du temps. Ils sont aussi positionnés sur l'arrière, parce qu'il y a quand même, on n'en a pas parlé encore, mais il y a quand même pléthore d'événements significatifs à traiter, et donc ça, c'est de l'analyse à faire. Et donc, c'est pas bon pour la sûreté, et ça, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on regarde aussi au titre du retour d'expérience. Et en tant qu'autorité de sûreté, donc on traite des événements significatifs qui nous sont déclarés par l'exploitant. Donc on avait une crainte au début qui était qu'effectivement ces RGE très complexes, hein, qui sont, enfin je crois qu'on a atteint le summum de ce qu'il ne faut pas faire hein, aujourd'hui, on le sait. Moi je l'ai intégré on travaille sur la culture de sûreté de l'autorité de sûreté, je l'ai intégré comme un élément fort de défaillance de notre culture de sûreté, hein, parce qu'on a validé un produit qui n'est pas sûr à la sortie. Et donc ces événements sont déclarés, on s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup liés au RGE, et finalement il n'y en a pas tant que ça. Par contre, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est des événements en lien avec le manque de rigueur. Donc et qui sont surprenants pour une installation tout neuve, parce qu'on peut se dire que les gens sont plus rigoureux. Et en fait, j'en discutais avec le directeur. Et bon, il y a probablement en fait ce passage de la phase chantier où en chantier, le but du jeu, c'est de réparer rapidement les défauts qui sont trouvés, à un mode d'exploitation où là on doit être la rigueur, elle est effectivement, moi
Je préfère passer 4 heures à palabrer pour être sûr de ce que je vais faire que d'agir rapidement et m'apercevoir après que je me suis trompé. Mais c'est un avis personnel. Et en fait, bon, ce manque de rigueur, il a été surprenant. Grégory a très bien réagi, de façon violente, parce qu'il y a eu quand même 2 stops sûreté en disant on arrête tout, on pose ses crayons et on réfléchit à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est bien. J'apprécie le travail qui a été fait. Et effectivement, faut que les gens se mettent dans la peau d'un exploitant nucléaire rigoureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci de ces 4 exposés très vivants et vraiment très concrets. Je pense qu'ils méritent un applaudissement général. Pour rebondir sur le dernier point, j'étais en quart du matin à Flamanville 3 en salle de commande mardi, et avec des démarrages turbines et des essais de température palier en fonction des différents taux de vide dans le condenseur. Et je dois dire que les pré-job briefing et de plusieurs niveaux de pré-job briefing et avec les ingénieurs d'essai et puis ensuite l'équipe de conduite tout seul ont été particulièrement soignés. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Et les pièges avaient été anticipés par les ingénieurs parce qu'il pouvait y avoir des pièges sur le GSS, sur le poste d'eau, un certain nombre de choses, sur des vannes qui pouvaient battre, et anticipés par des ingénieurs qui avaient participé au démarrage d'OL3. Donc je pense que cette rigueur, je l'espère, est en train de pergoler. Avant de passer aux questions, je voulais faire un petit partage d'archives. Les objectifs de sûreté de l'EPR ont été définis avec les Allemands, entre les Français et Allemands, entre 91 et 93, avec un document commun qui a été édité et publié en 93 par les 2 autorités de sûreté. Et la DSIN, l'autorité de sûreté française, a envoyé ce document au DRIR, les ASN régionales de l'époque. Alors c'est une lettre très courte, il y avait 5 alinéas d'une phrase. André-Claude Lacoste ne surconsommait pas les mots, était plutôt direct et synthétique dans son expression, et les jeunes ingénieurs qui écrivaient les lettres pour lui devaient l'être également. Il y avait une seule phrase sur le design, finalement, l'objectif de sûreté en termes de design, une seule phrase technique sur les 5 dont la formule d'envoi. Vous noterez qu'un des objectifs poursuivis en matière de sûreté, outre la réduction très significative des conséquences d'accidents graves, porte sur la simplification des conditions d'exploitation des réacteurs, qu'il s'agisse de conduite et de maintenance. Donc c'est bien de faire le point aujourd'hui en convention SFEN sur ces sujets-là, et avec manifestement quelques avancées. Il n'était pas écrit qu'il fallait compenser la simplification par une complexification des RGE. Je pense donc le chantier est ouvert, donc ça c'est bien. Voilà pour ce partage historique. La parole est à la salle pour des questions, des interventions, des remarques. Franck Carrière, retraité, conseiller du CEA. J'étais très intéressé par la capacité de manœuvrabilité accrue entre 60% et 100%, mais aussi par la possibilité de maintenir le réacteur en fonctionnement jusqu'à 5% seulement de la puissance nominale. Alors que pour les réacteurs du parc actuel, je pense que c'est plus. Et si effectivement il y a un progrès de ce point de vue-là, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à des progrès sur la turbine Arabelle, ou est-ce que c'est aussi des progrès sur la chaudière nucléaire? Alors, je sais, c'est bon. Là, on est vraiment sur du mode de pilotage, et c'est-à-dire que sur le parc, du coup, déjà la puissance de découplage de la turbine, elle doit être autour de 10%, et l'opérateur reprend en manuel la commande des grappes. Du coup, désormais, en ce qu'on dit réacteur prioritaire, puisque finalement la chaudière ne voit plus la puissance à la turbine, puisque la turbine est découplée, mais simplement il fait l'action manuelle, alors que sur le PR, on a conçu un mode de pilotage du cœur réacteur prioritaire qui est automatique, c'est-à-dire que du coup, il y a une consigne de puissance, du coup linéaire pour baisser, et l'insertion des grappes
poursuit sa commande automatique jusqu'au niveau le plus bas, jusqu'à être en arrêt normal sur GV, où là ensuite, du coup, la température est contrôlée par l'évacuation de puissance par les GV. C'est vraiment de l'automatisation et donc de la fiabilisation comme pour les autres paramètres. Merci. Jean-Marc. Oui, moi j'ai une question, excusez-moi, elle sera peut-être traitée après dans la journée, c'est le comportement du cœur. Est-ce qu'on a déjà des essais significatifs sur le comportement du cœur de Flamanville? Je ne sais pas à quel pourcent de puissance on est aujourd'hui. Est-ce que ça conforte la qualification des chaînes de calcul qui servent à calculer le comportement du cœur? Ça, c'est une question. Puis j'ai juste une remarque ou une information sur les images de conduite. Il y a un exemple, on est revenu en arrière sur le niveau d'automatisation entre le N4 et le PR. C'est justement les images de conduite. Sur le N4, les images de conduite, l'organigramme des séquences accidentelles qui apparaît sur l'écran des opérateurs est tel que quand l'opérateur clique sur un pas des procédures à suivre, ça démarre automatiquement les organes correspondants. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le niveau 2, les images, et le niveau 1, c'est-à-dire le contrôle-commande des organes. On est revenu là-dessus sur l'EPR, c'est-à-dire que les images de l'EPR, elles ne sont pas dynamiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'image de conduite et le démarrage des organes, ce qui fait qu'il est évidemment beaucoup plus facile de modifier une image de procédure accidentelle sur l'EPR que sur l'N4. Sur l'N4, il faut aller dans le niveau 1 pour modifier ça. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire qu'il y aura un REX à faire du niveau d'automatisation de l'EPR. C'est d'ailleurs ce qui est prévu pour l'EPR2, parce qu'il faut à chaque fois se poser la question du bien pour la sûreté et pour la conduite des automatismes. Sur le cœur, on est à 10% de puissance, voilà, on n'est pas passé au-dessus, voilà, on est stabilisé à ce niveau-là actuellement. Je ne sais pas, Sylvain, sur le comportement. Après, sur le comportement du cœur, et un peu dans la lignée de ce que disait Étienne, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on bénéficie aussi du retour d'exploitation de l'EPR Taishan, qui a mis en évidence un certain nombre de points d'amélioration à la fois sur les aspects thermohydrauliques et à la fois sur les aspects neutroniques, sachant que les deux sont couplés, qu'on ne peut jamais réellement séparer les deux. Typiquement, on a constaté sur le PR Taishan, avec ce nouvel objet qui est sur le PR, qui est le réflecteur lourd, du coup qui est un first of a kind, puisqu'on n'a pas de réflecteur lourd sur le parc, en tout cas pas sous cette forme, on a un cloisonnement mais qui ne joue pas le rôle de réflexion, et la distribution que l'on avait prédit, la distribution de puissance radiale que l'on avait prédit par nos codes de calcul Framatome, n'est pas celle qui avait été calculé. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi le propre de la démarche d'ingénierie. On conçoit un nouveau produit, on a un retour d'exploitation. Alors, on n'a pas modifié le réflecteur lourd. En revanche, on a modifié nos hypothèses de puissance prises en compte notamment dans les études d'accident pour rejustifier que la démonstration de sûreté n'était pas impactée par ce retour d'expérience et finalement le comportement réel du réflecteur lourd sur la première tranche qui a démarré, qui est donc le PR Taishan. Donc tout ça pour dire qu'on a, et bien heureusement, ce canal d'intégration du retour d'expérience de l'EPR Taishan sur ce sujet, puis comme peut-être vous le savez également aussi, sur ce sujet de distribution de débit dans le bas du cœur, qui a beaucoup fait parler de lui sur le PR Taishan parce qu'il a conduit à des crayons fuitards et donc à des rejets gazeux à la cheminée. Sur ça, bien sûr, c'est encore un très bel exemple d'intégration du retour d'expérience de l'EPR Taishan. On conçoit un nouveau distributeur de débit qui viendra compléter le premier et qui, du coup, viendra faire une distribution de débit, on l'espère aussi bien que celle du parc, où finalement, cette distribution de débit sur le parc en bas du cœur, elle se fait parce que l'instrumentation en bas du cœur, au-delà de son rôle de mesurer, elle nous servait aussi à casser le flux en bas du cœur. Donc voilà, encore un exemple aussi, mais cette fois-ci, vous voyez, donc, pour répondre à votre question, je dirais que on recalibre ensuite aussi nous nos chaînes de calcul côté Framatome en fonction du retour d'expérience qu'on a sur ce qu'on a conçu, et puis aussi des modifications de design avec ce nouveau distributeur de débit. Là aussi, en prenant en compte le retour d'expérience, plutôt sur la thermohydraulique du cœur. Voilà. Je peux répondre en donnant deux exemples clés. Quelqu'un veut intervenir sur les images de conduite? Et alors, peut-être un complément sur l'aspect cœur, mais qui est un petit peu à côté de la question.
En revanche, tous les essais physiques ont été faits sous la supervision, comme il se doit, d'équipes de Framatome, qui étaient assez musclées en nombre et en compétences, et avec notamment la moitié de l'équipe qui avait fait les démarrages de Taschen 1, de Taschen 2 et d'Olkiloto 3. Donc avec des échos très très positifs que j'ai eus sur le terrain en salle de commande sur le dialogue et la coopération, le couplage, l'articulation entre les grands neutroniciens et puis les chefs d'exploitation, les équipes de conduite. Alors, question là, pardon. Oui. Alors, est-ce que toutes les activités de conduite sont centralisées dans la salle de commande principale, ou est-ce qu'il subsiste des salles de commande décentralisées pour l'UBAN ou pour le traitement des effluents solides? Et plus généralement, comment est-ce que le nouveau design fait évoluer le travail sur le terrain? Alors, donc vous avez tout à fait raison, on a encore des salles de commande dédiées pour le traitement des effluents solides et également pour une partie du process du BAN. Et puis au-delà de ça, comme je disais, 150 petits contrôles commandes dédiés, parce qu'ils ne sont pas vraiment des salles de commande, mais enfin, qui ne sont quand même pas que des boîtes à boutons non plus. Donc voilà, donc on a quand même cette diffusion de contrôle commande un peu au-delà de la salle de commande. Sur le terrain, comme je disais, ce qui est vraiment impactant, c'est la multiplication du matériel et la variété de ce matériel, et le fait également que nos agents de terrain sont beaucoup moins, doivent avoir une compétence beaucoup plus large que la manœuvre de robinet. Ils doivent également être capables de manipuler ces contrôles commandes dédiés. Voilà. Et c'est long à acquérir, surtout par leur diversité. Merci. Et ils font, comme ça a été dit, ils font beaucoup de chemin. Dans la station de pompage, on peut avoir à descendre 4 fois au fond. Ouais. Jusqu'à 4 trains. Ça amène des enjeux de cybersécurité quand même également et de maîtrise de cette cybersécurité par nos agents de terrain. Du coup, est-ce que les activités de lignage étrange, par exemple, évoluent avec l'EPR ou restent comparables à ce que vous... Non, ça reste comparable. Par contre, il y a beaucoup plus d'informations remontées en salle de commande. Sur la position des vannes et leur fonctionnement. Voilà. Merci. Alors, une question là que j'avais repérée tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup pour l'ensemble des présentations, c'est très intéressant. Ma question, c'est sur la manœuvrabilité. En fait, on est d'accord que la disponibilité est très importante pour notre parc, mais le fait de pouvoir manœuvrer en fait la puissance pour s'adapter aux besoins du réseau, parce qu'il y a des énergies renouvelables qui sont redondantes, qui sont intermittentes. Donc du coup, ma question c'est que je vois qu'il y a une amélioration si j'ai bien compris, de l'automatisation de la manœuvrabilité de l'EPR. Est-ce que ça sera le même par la conception pour que notre parc existant, c'est-à-dire on peut manœuvrer 2 fois par jour, passer de 100% de BN jusqu'à 20% de BN de mémoire comme ça par jour pour notre parc existant, le 900 et le 1300. Est-ce que pour l'EPR c'est la même chose ou il y aura une amélioration? Et j'ai aussi entendu parler que pendant le premier cycle, à cause des recommandations, la manœuvrabilité ne sera peut-être pas possible. Donc j'aimerais savoir à partir de quand ça sera possible. Merci. Alors, je n'ai pas en tête les contraintes sur le premier cycle, mais en tout cas, de ce que vous décrivez donc, sur les hypothèses de manœuvrabilité, alors après, il faut toujours distinguer, on prend des hypothèses de conception qui sont maximales. D'ailleurs, sur EPR2, pour y avoir travaillé dessus, on va prendre encore plus de suivi de charge, c'est-à-dire que les scénarios de modèles énergétiques qui ont été construits par EDF dans les hypothèses prévoient en fait deux baisses et remontées par jour. En tout cas, demande aux concepteurs chaudiéristes inonucléaires d'être en capacité de faire ça. Alors moi, j'ai parlé des enjeux sur le cœur, mais c'est bien plus que des enjeux sur le cœur, puisque faire du suivi de charge,
c'est évidemment compenser un poison important qui est dans le cœur, qui est l'effet xénon. Donc c'est jouer et c'est faire beaucoup de jeux de bourrication, dilution. Et donc, c'est générer des effluents. Et donc, c'est générer typiquement un des effluents dont on sait qu'on n'a malheureusement pas la maîtrise dessus, qui est le tritium. Donc il faut aussi avoir cette notion d'impact environnemental qu'il y a dans la manœuvrabilité accrue, dont je n'ai pas parlé ici, faute de temps. Mais oui, globalement, les hypothèses sont celles que vous évoquez, c'est-à-dire être en capacité de faire jusqu'à 2 baisses de puissance par jour, hein, typiquement une le midi, par exemple, quand le solaire produit, et puis une autre en plein milieu de la journée, quand les consommateurs, enfin les Français ne consomment pas. Donc oui, on est sur ces hypothèses-là, mais bien avoir conscience de ce que ça induit en termes de conception mécanique, conception cœur, et aussi d'impact environnemental. Hein, certes, on fait du mix énergétique, mais en faisant du suivi de charge, on génère des effluents liquides et gazeux, et il faut pouvoir être en capacité de les maîtriser. Un complément côté direction technique. C'est juste un complément rapide, donc effectivement je confirme tout ça, pas de problème. On a par contre des pentes plus rapides par rapport au parc, de variation, voilà, petite adaptation complémentaire. Et pour répondre sur le premier cycle, il faut savoir que la recharge sur le premier cycle est toujours spécifique. Ça c'est pas Flamanville 3, c'est pas Kilto, on le retrouve sur l'ensemble des réacteurs nucléaires. On a de la présence de poisons comme du gadolinium, donc des marges qui vont être entre guillemets réduites sur certains pics. Et ces premiers cycles sont toujours, entre guillemets, marginaux par rapport aux autres. On parle de cycle à l'équilibre, généralement au bout de 5 cycles, quand on a passé des recharges, on a fait des rechargements en tiers de cœur, quart de cœur, etc. Donc le premier cycle restera spécifique, mais ça n'est pas, ça n'est pas quelque chose qui est inhérent à l'EPR. Normal. Alors, oui, il y avait une intervention là-bas. Oui, Jackie Roussel, EDF, la expérience de la conception et construction de Flamanville. Je vais revenir aux applications dites de niveau 3 du contrôle-commande, c'est-à-dire des aides à l'opérateur, entre autres une application qui s'appelle l'AOP, puis il y en a peut-être d'autres. Je voulais savoir comment, pour l'exploitant maintenant, ces applications importantes sont utilisées par l'exploitant par rapport à l'automatisation du contrôle-commande, on a vu. Et voilà, quel type de fonction ces aides, comment c'est intégré dans l'RGE. Voilà, quel est le bénéfice de... Est-ce qu'il y aura une évolution de ces aides qu'on a vu la complexité des RGE? Alors au quotidien, donc on bénéficie beaucoup de ce qu'on appelle les FAO, fonctions d'aide à l'opérateur. Typiquement, quand on a un niveau GV qui commence à baisser, on a une alarme et puis le niveau GV se remet automatiquement. Enfin, tous les automatismes remettent le niveau nécessaire. Donc c'est quelque chose qui est utilisé quotidiennement et sur les équipes sont simplement en contrôle et en surveillance. Donc on n'a pas de limitation spécifique amenée par les RGE sur l'utilisation de ces aides. Et c'est les résultats, bien sûr, des actions qui sont limitées. Merci. Alors, il y a une intervention là-bas. Oui, il y a 2 questions rapides. Donc, compte tenu de tous ces éléments, finalement, combien de personnes sont nécessaires pour exploiter Flamanville 3 ? Et deuxième question, l'arrêt d'urgence dont on a parlé dans la presse, là, finalement, quelle était la cause? On a parlé d'erreur humaine ou finalement, quelle était la cause? Alors, l'exploitation de Flamanville 3 en termes de volume d'équipe, pour les équipes de conduite, on est sur des dimensionnements similaires à ce que l'on a sur le parc. La différence qu'a évoqué Christophe, c'est le nombre d'opérateurs. Un seul opérateur action, un opérateur en surveillance. Et c'est un modèle que l'on surveille, que l'on va vraiment instrumenter et probablement peut-être faire évoluer. Ensuite, ce qui amène beaucoup de charges de travail, c'est le volume de matériel. Et là, alors c'est peut-être spécifique pour FLA 3, la variété de ces matériels. Donc ça nous amène quand même à des équipes de maintenance assez étoffées.
Donc on a, pour exploiter Flamanville 3, aujourd'hui le dimensionnement c'est 630 personnes. Donc par rapport par exemple à Flamanville 1 2 où ils exploitent 2 tranches avec à peu près 800 personnes, ça paraît beaucoup. Ces 630, ça inclut les équipes d'ingénierie renforcées spécifiquement sur FLA 3 pour positionner l'expertise au plus près de la machine. Donc c'est à corriger de cet effet-là, mais enfin c'est une quinzaine de personnes. Et voilà, ça nécessite quand même du monde pour l'exploiter. Après, quand l'optimisation des volumes de maintenance aura vraiment tiré toute l'expérience de l'exploitation, qu'on aura vraiment pu roder la machine, peut-être qu'on pourra optimiser tout ça. Mais ça nécessite quand même du monde pour exploiter. Alors concernant les arrêts automatiques réacteurs, donc il y en a eu 2. Donc le premier, c'est vraiment une erreur humaine de non-application de procédure à la lettre. On est vraiment dans les sujets de rigueur d'exploitation dont parlait Christophe. Et clairement, c'est des personnes paradoxalement très compétentes, très expérimentés, qui avaient fait ces opérations-là de nombreuses fois. C'est peut-être ce qui a joué dans cette erreur, puisque ils n'ont simplement pas appliqué les 2 dernières lignes de la procédure qui leur disaient, avant de passer à la division suivante pour la modification des paramètres sur lesquels qu'ils devaient réaliser sur 3 divisions, il fallait rebooter la division, la relancer, la réinitialiser. Et ils avaient fait en fait ces opérations de nombreuses fois en phase d'essai préalable avant la criticité, dans une période où évidemment les systèmes de protection de réacteurs n'étaient pas en service. Donc là, ce qui est positif dans cet arrêt-là, comme dans le suivant, c'est que les protections de la machine ont parfaitement bien réagi. Et on a en particulier pu vérifier que tous les ordres qui étaient prévus d'être envoyés par le contrôle-commande étaient bien partis vers tous les organes nécessaires. Voilà, donc le deuxième est vraiment par contre lié au traitement du signal. Donc ça touche à peu près le même système, c'est-à-dire les capteurs de flux neutroniques. Il se trouve que le cœur se comportait parfaitement bien. Les capteurs également envoyaient un signal analogique tout à fait conforme, mais de façon à bien exploiter ce signal analogique par le contrôle-commande, on a une procédure de traitement du signal qui utilise un dispositif logarithmique, je ne suis pas expert là-dessus, mais à chaque changement de décade, il génère un pic artificiel. Alors ce pic artificiel, voilà, il peut être un peu aléatoire en fonction du signal qui arrive sur le capteur. Et on avait une chance sur beaucoup de milliers que ça se produise sur 2 capteurs simultanément. Et ça s'est produit. En l'espace d'un millième de seconde, le pic est apparu sur 2 capteurs simultanément. Donc, le système de contrôle-commande a interprété ça comme un très haut flux, et en particulier un temps de doublement du flux extrêmement rapide. Donc du coup, a envoyé les protections. Encore une fois, le dispositif de protection a parfaitement bien fonctionné. Donc on a corrigé très rapidement, on a pu faire ce diagnostic et on a pu corriger la procédure de traitement de signal. Voilà, donc c'est vraiment, ça fait partie des réglages de la machine, quoi. Voilà. Là, on n'a pas d'inquiétude spécifique là-dessus. Merci. Moi, j'avais une question. Il y a des commandes groupées, beaucoup d'automatisme. On demande un niveau de puissance et les dilutions borication se font automatiquement. On peut descendre en puissance. Comment est-ce qu'on va faire pour maintenir néanmoins les compétences des opérateurs pour qu'ils sachent reprendre à la main s'il le faut, et en tous les cas pour qu'ils maîtrisent bien la machine, qu'ils connaissent de combien il faudra diluer, de combien il faudrait boriquer, comment on fait pour de vrai physiquement quand la machine ne s'en charge pas. Alors, on passe énormément de temps de formation sur nos opérateurs. On est encore plus exigeant que sur le parc en termes de période de formation annuelle, de recyclage, de travail sur simulateur. Donc voilà, c'est là-dessus que ça se base, voilà, essentiellement. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, et ça tombe bien puisque c'est le moment de passer la main à la table ronde suivante. Un très grand merci et des applaudissements.